Je l'ai remarqué un dimanche après-midi, alors que la lumière entrait par la fenêtre comme pour tout mettre à nu. Sophie a posé son téléphone, écran vers le bas, sur la table. Un geste anodin qui m'a soudain semblé être une barricade. Elle disait que cet homme qu'elle voyait après le travail, un avocat d'un cabinet du boulevard Saint-Germain, n'était qu'un ami, quelqu'un qui donne des conseils juridiques. J'ai cru ces paroles comme on croit au changement de temps, simplement parce qu'on le désire très fort. L'appartement sentait le café et le produit pour le sol. Même cette odeur semblait mise en scène. Les jours suivants, la fissure ne s'est pas élargie, mais elle s'est approfondie. Des tickets de caisse ont commencé à apparaître dans la poubelle comme des secrets jetés trop tard. Un café de spécialité près du palais de justice, le genre d'endroit où l'on va pour être vu en pleine conversation sérieuse. Sa tendresse était devenue efficace, rationnée en petites portions. Un contact ici, une conversation là, le tout avec une précision d'horloger. Quand elle riait, cela sonnait comme quelque chose joué de mémoire, pas du cœur. On apprend à mesurer la proximité non pas à ce qui est partagé, mais à ce qui est dissimulé et qualifié d'insignifiant. Je n'ai pas accusé. Je n'ai pas crié. À la place, j'ai aiguisé mon silence au point qu'il aurait pu couper du papier. Je consultais nos finances tard dans la nuit avec la patience d'un horloger. Chaque chiffre était comme un petit rouage, dans un mécanisme qui avait soudainement cessé de fonctionner fluidement. Un jour de semaine tranquille, je suis allé à la banque et j'ai ajouté une double autorisation pour les retraits importants de notre compte joint. Ma voix n'a pas tremblé. Le responsable a fait glisser les formulaires sur le bureau, et le stylo dans ma main pesait plus lourd qu'il n'aurait dû. Les mesures de sécurité sont une forme de prière. On ne veut jamais qu'elles soient exaucées. J'étais assis dans notre salon ce soir-là, pendant qu'elle préparait le dîner. La télé était allumée, mais je n'entendais pas ce qu'il disait. J'observais ses mouvements, la façon dont elle coupait l'oignon, dont elle écartait ses cheveux de son front, dont elle souriait à ses propres pensées. Ces pensées ne me concernaient pas, je le savais. Quelque part dans cette ville, il y avait un homme en costume, probablement assis dans son bureau ou son appartement, peut-être buvant du vin, peut-être pensant à elle. Et moi, j'étais assise ici, dans l'appartement que nous louions ensemble depuis 4 ans, entouré des preuves d'une vie qui devenait lentement une illusion. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. J'étais allongé à côté d'elle, écoutant sa respiration régulière et calme, comme celle d'une personne sans aucun secret. Je fixais le plafond et je sentais quelque chose de lourd grandir dans ma poitrine. Pas de la colère, pas encore, mais une sorte de froide détermination. J'ai pensé aux documents que j'avais signés à la banque. J'ai pensé au fait qu'une protection n'est pas une attaque, c'est une défense. Je ne savais pas encore de quoi je me défendais, mais mon instinct me disait que ce n'était que le début. Le lendemain, au travail, j'avais du mal à me concentrer. Assis devant mon ordinateur au bureau, au lieu d'analyser des rapports, je consultais nos relevés bancaires en ligne. Rien de suspect, tout semblait normal. Les charges de l'appartement, les courses, les factures. Mais la normalité peut être le meilleur des camouflages. J'ai commencé à faire des captures d'écran, à tout sauvegarder dans un dossier séparé sur mon disque dur, que j'ai nommé « Archives personnelles ». Personne ne pose de questions sur un dossier au nom aussi ennuyeux. Le soir, Sophie est rentrée plus tard que d'habitude. Elle a dit qu'elle était à une réunion avec cet avocat, qu'il allait l'aider pour une affaire fiscale. J'ai hoché la tête, j'ai souri, je lui ai demandé si elle voulait un thé. Nous avons bu du thé à table, parlant de banalités, du temps, des voisins, d'un film que nous pourrions regarder ce week-end. La normalité était notre projet commun, où nous prétendions tous deux être les architectes, alors que la maison s'effondrait déjà. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi non plus. Je me suis levé doucement pour ne pas la réveiller, et je me suis assis dans la cuisine sombre avec mon ordinateur portable. Il brillait comme l'unique source de lumière dans l'appartement. J'ai ouvert mon navigateur, et j'ai commencé à chercher des informations sur la protection du patrimoine dans un couple, sur les droits des comptes joints, sur ce qui se passe lorsque l'un des partenaires essaie de cacher quelque chose. Je lisais des articles juridiques, des forums, des conseils. Je prenais des notes. Chaque information était comme une brique dans le mur que je construisais autour de moi, non pas par haine, mais par nécessité de survie. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et écrivez ce que vous pensez de cette situation. L'alerte est arrivée comme un coup poli frappé à la porte. Une tentative de virement,
la moitié du solde du compte joint, redirigé vers un fonds d'investissement privé enregistré à son nom. L'horodatage indiquait la minute exacte où je préparais mon café du matin. Le système de la banque avait mis la transaction en quarantaine, en attente de la deuxième autorisation qui ne viendrait jamais. Sur l'écran, le virement ressemblait à n'importe quel autre. Des chiffres, des flèches, un identifiant de compte. Mais il s'est posé sur ma poitrine comme une pierre. J'ai tout imprimé. La piste d'audit, les journaux d'autorisation, l'enregistrement du fonds sous son nom de jeune fille. J'ai glissé les feuilles dans une pochette transparente, avec la tendresse de quelqu'un qui construit un mémorial. Dans notre salon ce soir-là, l'oxygène manquait. Elle remuait les pattes sur la cuisinière, fredonnant, et je regardais la vapeur s'élever de la casserole comme si c'était le fantôme de quelque chose qui nous quittait. Peut-être la confiance, peut-être plus. Elle m'a servi une assiette et m'a demandé comment s'était passée ma journée. Ma réponse était tirée au cordeau. Rien de neuf. Le mensonge ne brûlait pas. Il se cristallisait. Cette nuit-là, je me tenais dans le couloir sombre et j'écoutais la maison se calmer. Le réfrigérateur exhalait un faible bourdonnement. Les tuyaux claquaient comme un métronome lointain. Je ressentais le chagrin comme une pression physique, comme si la main de quelqu'un sur ma nuque poussait mon menton vers un livre de contes que je ne voulais pas lire. Mais le chagrin a un jumeau nommé lucidité. J'ai ouvert une feuille de calcul et j'ai commencé à écrire, colonne après colonne, date, montant, catégorie, note. Chaque choix laisse un sédiment. J'ai décidé de tous les recueillir. Le lendemain, au travail, je me suis comporté normalement. Je parlais à mes collègues près de la machine à café, je riais de leurs blagues, je participais à une réunion sur un projet qui devait être terminé avant la fin du mois. Personne ne voyait ce qui se passait dans ma tête. Personne ne pouvait voir comment chaque chiffre de cette alerte matinale se rejouait dans mon imagination comme une scène de film qu'on peut rembobiner et revoir sous tous les angles. La moitié du compte, un fonds privé, son nom. Ce n'était pas une erreur, ce n'était pas une faute de frappe. C'était un plan. Quand je suis rentré à la maison, Sophie était de bonne humeur. Elle racontait quelque chose qui s'était passé à son travail, une collègue qui avait eu une promotion, qu'on devrait peut-être aller quelque part à la campagne ce week-end, à Fontainebleau peut-être, pour respirer un peu. Je hochais la tête, je posais des questions, je feignais l'intérêt. J'étais un acteur dans ma propre vie, jouant le rôle du mari qui croit encore. À l'intérieur, je bâtissais une forteresse de chiffres et de documents, brique par brique. J'ai commencé à fouiller dans nos emails, mon accès au compte mail commun que nous avions créé il y a des années, pour les factures et les choses importantes. J'ai trouvé des confirmations de transactions qui m'avaient échappé, de la correspondance avec la banque, des documents concernant ce fonds d'investissement. Tout était soigneusement planifié, chaque mouvement réfléchi. Sauf qu'elle avait oublié une chose, que j'avais ajouté la double autorisation. Ce petit détail, cette précaution que j'avais prise quelques semaines auparavant sur une vague intuition, s'avérait maintenant être un bouclier. J'ai sauvegardé chaque fichier, chaque document, chaque email. J'ai créé des copies de sauvegarde sur 3 supports différents. Un disque dur externe dans le cloud sur un compte privé, sur une clé USB cachée dans mon tiroir au travail. Paranoïa? Peut-être. Mais la paranoïa, c'est parfois juste de la prudence qui n'a pas encore été appréciée à sa juste valeur. Quelques jours plus tard, j'ai remarqué que Sophie vérifiait le compte bancaire plus souvent. Elle était assise avec son téléphone, fronçant les sourcils, faisant défiler quelque chose dans l'application, tapotant l'écran. Elle ne me demandait rien, mais je voyais la tension dans sa mâchoire, la façon dont elle se mordait la lèvre inférieure. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Elle savait que le virement avait échoué. Mais elle ne pouvait pas demander pourquoi, car demander serait admettre la tentative. Nous restions donc silencieux tous les deux, chacun avec ses secrets, avançant côte à côte comme 2 trains sur des voies parallèles, qui ne se rencontreraient plus jamais. J'avais mes impressions, mes sauvegardes, ma documentation. Elle avait son avocat, ses plans, ses mensonges soigneusement rangés comme des cartes dans un jeu. Mais j'avais quelque chose de plus. J'avais le temps, la patience et la froide détermination d'un homme qui sait que le combat ne fait que commencer. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et écrivez ce que vous pensez de cette situation. J'ai nommé le document « Bilan domestique », le registre de la vérité. Ce n'était pas de l'art, mais c'était méticuleux.
le remboursement du prêt immobilier, les factures d'électricité, de gaz, d'eau, les courses alimentaires divisées entre l'essentiel et le superflu, sa formation certifiante en marketing, celle que je l'avais encouragé à suivre parce que le développement personnel faisait bien sur son CV, les week-ends escapades qui devaient nous ressouder et qui ressemblaient maintenant à des tentatives de réanimation sur quelque chose de déjà mort. Je détaillais les entrées et les sorties. Je traçais les courbes des retraits qui atterrissaient comme des oiseaux et s'envolaient aussi vite. L'écran brillait d'un dévouement incolore, et je m'y consacrais entièrement. Il y a une moralité dans l'arithmétique. 2 plus 2 se fiche de vos sentiments. Je fouillais les emails à la recherche de factures, je synchronisais les relevés bancaires en format CSV, je rapprochais les comptes jusqu'à ce que minuit se transforme en aube. J'ai créé un 2e onglet pour les engagements légaux, un 3e pour les actifs communs, un 4e pour les coûts immatériels que je ne pouvais estimer qu'au préjudice subi, les séances de thérapie réservées pour l'avenir, la caution et le 1er mois de loyer ailleurs, le camion de déménagement prévu pour un jour que je ne m'étais pas encore avoué. La feuille de calcul n'avait pas pitié de moi, alors je la gardais près de moi comme une amie rigoureuse. Je travaillais sur ce registre pendant des semaines, la nuit, pendant que Sophie dormait, ou quand elle disait qu'elle allait se promener, à la salle de sport, voir des amis. Chaque colonne était une nouvelle couche de vérité révélée sous la surface de notre vie apparemment normale. Les entrées, mon salaire arrivait sur le compte joint le 1er de chaque mois, le sien 2 jours plus tard. Les dépenses, le loyer, toujours moi, les charges, toujours moitié-moitié, en théorie. Le crédit pour sa voiture, que je remboursais seul depuis 8 mois, depuis qu'elle avait des difficultés. La cotisation à la mutuelle santé, la mienne, nous couvrant tous les deux, car son contrat freelance n'offrait pas de tels avantages. Les chiffres ne mentent pas. Les gens mentent, les émotions mentent, les souvenirs peuvent mentir, mais les chiffres sont comme des témoins qui déposent sans se soucier de qui pose les questions. Je voyais dans ce registre le portrait de notre mariage dessiné en noir et blanc. Ma patience en euros et en centimes, ma foi dans les paiements planifiés, mon meilleur mois dans les intérêts accumulés sur une épargne qui devait être la nôtre et qui me regardait maintenant comme une question sans réponse. Sophie disait que cet avocat était un ami. Les chiffres étaient comme une radiographie qui ne laissait aucune place aux euphémismes. J'ai ajouté un 5e onglet, la chronologie. Tout était classé par ordre chronologique. Quand elle avait mentionné cet avocat pour la première fois, quand elle avait commencé à rentrer plus tard, quand elle avait cessé de me demander comment s'était passée ma journée, quand le sexe était devenu une obligation routinière plutôt que quelque chose de spontané, la date à laquelle j'avais ajouté la double autorisation, la date de la tentative de virement. Chaque détail était noté, chaque changement dans notre vie documenté. Ce document était la carte d'une relation en décomposition, mais il était aussi plus que cela. C'était une preuve. La preuve que ce n'était pas moi qui avais abandonné, pas moi qui avais cessé d'essayer. La preuve que lorsque j'ai vu le danger au lieu de fuir, je m'étais protégé. Quand j'ai terminé, le registre montrait une image de notre vie qui était à la fois accablante et juste. Il consignait ma patience, mon engagement, mon argent investi dans quelque chose que je pensais que nous construisions ensemble. J'ai fait une copie du fichier et je l'ai sauvegardé à 3 endroits, ordinateur, clé USB, cloud. Puis j'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis tenu près de la fenêtre, laissant le faible bruit de la ville me traverser, jusqu'à ce que la détermination commence à s'accumuler dans ma poitrine comme un nouvel organe qui se formait. Le lendemain, après le travail, je ne suis pas rentré directement chez moi. Je suis allé dans un cabinet d'avocat à l'autre bout de Paris, loin du quartier où travaillait son avocat à elle. J'avais pris rendez-vous pour une consultation. J'ai exposé l'affaire de manière concise, sans émotion. J'ai montré les documents, les impressions, le registre. L'avocate, un homme plus âgé aux cheveux gris et aux lunettes à monture métallique, examinait les papiers avec l'expression d'un chirurgien évaluant un patient. Il a hoché la tête. « Vous êtes bien préparé », dit-il. « Très bien préparé. J'ai signé une procuration. Le premier versement pour les services juridiques, un autre chiffre à ajouter au registre. Je suis rentré tard dans la soirée. Sophie était assise sur le canapé avec un verre de vin, regardant une série. Elle m'a demandé où j'étais. Je suis resté plus tard au travail, ai-je dit. Elle a hoché la tête sans même quitter l'écran des yeux.
Je me suis assis à côté d'elle, faisant semblant de regarder, mais en réalité, je pensais à ce registre, aux avocats, à ce qui allait se passer maintenant. Je ressentais un calme que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. Ce n'était pas le calme de l'acceptation. C'était le calme de celui qui a un plan et les moyens de le mettre à exécution. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur like et dites-moi ce que vous en pensez. Mon coup suivant était calculé au centime près. J'ai ouvert un compte séparé à mon nom dans une autre banque, dans une agence du 15e arrondissement, où personne ne me connaissait. J'ai viré exactement ma moitié des fonds communs, moins les factures qui avaient déjà été débitées, plus une partie des charges à venir que j'avais déjà prépayées. Pas un euro de plus, pas un euro de moins. La précision est un langage que j'avais appris à maîtriser en une nuit. J'ai mis en place des paiements automatiques pour mes obligations et j'ai annulé chaque abonnement discrétionnaire que je portais seul. Netflix, Spotify Premium, l'abonnement à la salle de sport que j'avais cessé de fréquenter il y a des mois parce qu'elle était trop loin de son travail. Chaque clic dans l'interface bancaire était comme couper un autre fil qui nous liait. Je n'avais pas l'impression de détruire, mais simplement de cesser de porter le fardeau pour deux. J'ai préparé une enveloppe scellée pour Sophie et je l'ai glissée sous sa tasse préférée, celle au motif bleu de Gianne qu'elle utilisait chaque matin. À l'intérieur, une lettre concise tapée à l'ordinateur, sans émotion, juste les faits. La notification de la banque concernant le rejet de sa tentative de virement. Une déclaration notariée sur les mesures de sécurité de notre compte. Le registre de la vérité imprimé et relié dans une couverture transparente, chaque page numérotée. J'ai ajouté une facture détaillée intitulée « Frais de départ », non pas sentimentale, juste nécessaire. La caution pour un studio à Belleville, la société de déménagement, la thérapie, la consultation juridique, les nouvelles serrures lorsque le bail serait réémis à mon seul nom. En bas, une petite pièce d'1 centime dans un sachet en plastique scotché sous les mots « calculé au centime près ». Ce n'était pas du sarcasme, c'était une épitaphe. J'ai discrètement engagé l'avocat, pas son ami, personne de ce cercle. Il avait son cabinet dans le Marais, dans un immeuble d'avant-guerre avec de hauts plafonds et un parquet qui grinçait à chaque pas. J'ai demandé un audit formel des actifs matrimoniaux par les voies appropriées et le dépôt d'une requête d'injonction financière temporaire protégeant tous les comptes jusqu'à ce que la divulgation complète soit terminée. Dans mes emails, j'étais impeccablement poli. Dans mon attitude, je n'étais plus négociable. Je n'envoyais de copies à personne qui n'était pas censé les recevoir. La vengeance, comme je l'ai découvert, est plus digne lorsqu'elle porte l'uniforme de l'ordre. Le lendemain matin, je me suis réveillé plus tôt que d'habitude. Il faisait encore sombre dehors. Les rues de Paris dormaient sous une fine couche de brume d'octobre. Je me suis habillé en silence, j'ai fait un sac avec le strict nécessaire. Ordinateur portable, documents, vêtements pour quelques jours. J'ai quitté l'appartement avant que Sophie ne se réveille. Je me suis arrêté sur le seuil et j'ai regardé une dernière fois. Le salon où nous avions passé tant de soirées, la cuisine où nous prenions nos petits déjeuners en silence, la chambre où nous étions allongés côte à côte comme des étrangers. Ce n'était plus chez moi. Peut-être que ça ne l'avait jamais été. Je suis allé au travail comme d'habitude, mais pendant ma pause déjeuner, j'ai rencontré mon avocat. Nous avons signé les documents. Nous avons déposé les requêtes. Tout était en mouvement. Les rouages silencieux de la machine judiciaire commençaient à tourner. J'ai parlé à l'avocat du dossier que j'avais laissé pour Sophie. Il a souri légèrement, non pas de joie, mais avec l'appréciation professionnelle de quelqu'un qui s'était bien préparé. « Ce sera efficace », a-t-il dit. Quand je suis rentré chez moi le soir, Sophie était assise à la table de la cuisine. L'enveloppe était ouverte devant elle, les documents étalés comme des preuves sur une scène de crime. Son visage était pâle, ses yeux rouges, mais elle ne pleurait plus. Elle me regardait comme quelqu'un qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Je suis resté silencieux. Elle aussi. Une minute a pu passer, peut-être 5. Difficile à dire. Finalement, elle a demandé « Depuis quand savais-tu » Sa voix était basse, brisée. « Assez longtemps », ai-je répondu. « Assez longtemps pour me protéger. » Elle a essayé de dire quelque chose, mais les mots sont restés coincés dans sa gorge. J'ai pris ma veste sur le cintre. « Je vais rester chez un ami quelques jours », ai-je dit. « Mon avocat contactera le tien. » J'ai menti à propos de l'ami. En réalité, j'avais déjà loué un logement temporaire, un petit studio dans le 13e arrondissement, mais je ne voulais pas qu'elle sache où.
Je suis sorti, fermant doucement la porte derrière moi. Je ne l'ai pas claquée. Je n'ai pas crié. Le silence était mon arme, et je l'utilisais avec une précision chirurgicale. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de mon avocat. Sophie avait engagé son propre avocat, le même qu'elle voyait, cet ami, Paul. Il y avait quelque chose de presque poétique dans le fait qu'il devait maintenant la représenter officiellement, publiquement, dans une situation qu'il avait lui-même contribué à créer. Mon avocat m'a dit que la partie adverse voulait négocier. Ils veulent éviter les formalités, a-t-il expliqué. Bien sûr, ai-je répondu, mais nous n'éviterons rien. Tout doit être documenté, tout officiel, tout selon la procédure. Je comprends, a dit l'avocat, et j'entendais de l'approbation dans sa voix. Abonnez-vous à la chaîne, donnez un like, et écrivez ce que vous pensez de tout ça. La médiation a eu lieu dans un bureau neutre du 16e arrondissement, dans l'un de ces immeubles modernes de verre et d'acier, où chaque pièce ressemblait à une salle d'interrogatoire en version chic. Sophie est arrivée avec lui, avec cet avocat, Paul, un homme en costume de laine bien coupé, avec un sourire assuré et le regard de quelqu'un qui n'avait peut-être perdu que 3 affaires dans toute sa carrière. Ils étaient tous les deux calmes, droits, habillés comme s'ils allaient à une réunion d'affaires importante. Peut-être pensait-il que la posture pouvait réécrire l'histoire. Mon avocat, Monsieur Durand, ironique, ce nom si français, si ordinaire. Mais cet homme était tout sauf ordinaire, a posé sa mallette sur la table. Elle était épaisse, lourde de papiers, de preuves. La médiatrice, une femme d'une 40aine d'années avec des lunettes et l'expression de quelqu'un qui avait déjà tout vu, a hoché la tête en guise de salutation. Nous nous sommes assis de part et d'autre de la table, et à cette seconde, j'ai senti toute l'air de la pièce changer de densité. Ce n'était pas la tension d'un drame, c'était la tension des mathématiques. Une équation qui allait être résolue, et il n'y avait qu'une seule réponse. Monsieur Durand a fait glisser le premier jeu de documents au milieu de la table. La médiatrice les a pris, les a parcourus, a haussé un sourcil. « Tentative de virement ?» demanda-t-elle en regardant Sophie. Paul, l'avocat amant, a tendu la main vers les documents, les a lus rapidement. Son assurance a diminué d'1 centimètre. Sophie restait silencieuse, fixant le plateau de la table comme un abîme. « C'était une erreur, » dit-elle enfin à voix basse. « Une erreur système. » Monsieur Durand sourit légèrement. Non pas méchamment, mais avec l'amusement d'un professionnel. Une erreur système qui nécessitait la saisie d'un mot de passe, une confirmation en 2 étapes et une signature électronique? Intéressant. Les documents suivants. Le registre de la vérité. Chaque euro, chaque centime, chaque virement des 4 dernières années. La médiatrice parcourait les pages, comparait les chiffres, tapotait son stylo sur le papier comme un juge quand le verdict est évident. Au vu de ces données, commença la médiatrice, je constate une nette disproportion dans la contribution financière. Paul a tenté de dire quelque chose, d'ouvrir la bouche pour la défendre, mais Monsieur Durand a été plus rapide. Veuillez noter l'onglet C, cotisation d'assurance, onglet D, remboursement du crédit auto de madame, onglet E, frais de formation professionnelle. De mon côté de la table, il y avait l'ordre, la documentation, la retenue. De leur côté, le déni se ratatinait pour tenir sur une chaise de plus en plus petite. Nous ne nous disputions pas. Nous comparions. Ce n'était pas un débat, c'était la lecture d'un verdict écrit en chiffres. Paul, cet homme sûr de lui qui avait probablement gagné tant d'affaires par la force de sa personnalité et sa rhétorique, était maintenant assis, raide, la mâchoire serrée. Il était l'avocat de Sophie, mais il était aussi quelque chose de plus, et tout le monde autour de cette table le savait. Chacun de ses regards vers elle, chaque réflexe protecteur, tout cela était consigné dans le protocole invisible de cette salle. La médiatrice l'a remarqué. Monsieur Durand l'a remarqué. Je l'ai remarqué et je l'ai noté dans ma mémoire. « Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez ajouter ?» demanda la médiatrice en me regardant. J'ai sorti le dernier document, le registre mis à jour montrant l'heure et la date exacte de chaque événement clé. Tentative de virement, 7h42 du matin, un jeudi. Ma visite à la banque pour sécuriser le compte. 2 semaines plus tôt. Première mention de l'ami avocat. 6 semaines avant la tentative de virement. La chronologie ne laissait aucune question en suspens. La transparence, lorsqu'elle est utilisée comme une arme sans cruauté, c'est simplement de la lumière là où quelqu'un préférait l'ombre, avait dit un jour mon grand-père.
Maintenant, je comprenais ce qu'il voulait dire. La réunion s'est terminée rapidement. Il n'y a pas eu de cris, pas de larmes, du moins pas dans cette salle. Nous nous sommes mis d'accord sur les termes de la séparation. Tout partagé équitablement selon la contribution, tout documenté, tout légal. Quand nous sommes sortis, Paul a essayé de me parler dans le couloir, voulant probablement détendre l'atmosphère, proposer une solution à l'amiable. Je suis passé devant lui comme s'il était un poteau. Monsieur Durand m'a posé la main sur l'épaule, un geste qui signifiait « bien joué ». Le soir même, j'ai écrit un dernier email. Pas à Sophie, pas à Paul. À nos familles, ma mère, mon frère, ses parents, sa sœur. Objet, information concernant notre séparation. Le texte était court, sans animosité, sans accusation, juste les faits. J'ai joint les PDF, des pages choisies du registre, le scan de la notification bancaire de la tentative de virement, la déclaration du médiateur confirmant les termes du partage. Je n'ai pas ajouté de commentaires. Je n'ai pas demandé de compassion. J'expliquais ma décision de me séparer, les protections que j'avais mises en place et les étapes qui suivaient. Je demandais le respect de ma vie privée, pas de la sympathie. J'ai envoyé l'email et j'ai fermé l'ordinateur portable. La honte, quand elle arrive, n'a pas besoin d'orchestre. Elle voyage bien dans le silence. J'étais assis dans mon appartement temporaire du 13e arrondissement, un petit studio avec une fenêtre donnant sur une cour où des enfants jouaient au ballon même à cette heure. J'entendais leurs rires, leurs cris, la normalité de leur monde. J'ai pensé à Sophie qui lisait probablement cet email à l'instant, ou qui recevait des appels de sa mère, de sa sœur, essayant d'expliquer, essayant de trouver des mots qui justifieraient. Mais il n'y a pas de mots qui puissent redresser les chiffres. Il n'y a pas d'histoire qui puisse l'emporter sur des documents. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas répété de discours devant le miroir. La vérité, pleinement exposée, parlait d'elle-même, et elle parlait en lignes claires et en colonnes équilibrées. J'ai pris une douche, longue, chaude, et j'ai laissé l'eau laver la tension de la journée. Demain serait une autre étape, réunion avec l'avocat pour finaliser les papiers du divorce, déménager le reste de mes affaires, clore ce chapitre. Mais aujourd'hui, à cet instant, je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. La paix. Pas le bonheur, pas la satisfaction, mais la paix de savoir que j'avais tout fait correctement, tout honnêtement jusqu'au bout. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et partagez votre avis en commentaire. J'ai déménagé dans un petit appartement à Belleville, dans un immeuble ancien avec de hautes fenêtres par lesquelles entrait une lumière honnête. Le premier soir, j'étais assis par terre et je mangeais mon dîner dans une boîte à pizza. L'air était raréfié par la peinture fraîche et ma respiration me semblait être quelque chose que j'avais retrouvé. Les frais de départ avaient été payés intégralement, chaque reçu rangé dans un dossier qui ne portait le nom de personne d'autre que le mien. J'ai dormi sans réveil et je me suis réveillé avant l'aube, non pas par peur, mais à cause d'un silence qui semblait mérité. L'appartement était presque vide. Un lit que j'avais acheté chez Ikea à Vélizy, monté à la hâte et légèrement de travers, mais le mien. Une table et une chaise laissées par les anciens locataires, probablement parce qu'elles étaient trop lourdes à déplacer. Une casserole, 2 poêles, de la vaisselle pour une personne. Le minimalisme n'était pas une philosophie, c'était une nécessité, mais dans cette nécessité, je trouvais une étrange liberté. Il n'y avait aucune trace de Sophie ici, aucun souvenir meublé par quelqu'un d'autre. Chaque objet que j'apportais ici était mon choix. Je n'ai pas pardonné. Le pardon est une cathédrale dans laquelle on n'entre que lorsqu'on est prêt à s'agenouiller. Je n'étais pas prêt et je n'avais pas l'intention de faire semblant. À la place, je pratiquais une autre forme de dévotion, la constance. Je me levais à la même heure chaque jour. J'allais au travail. Je déjeunais dans la même brasserie de quartier au coin de la rue. Je rentrais, je préparais le dîner. Je lisais un livre. La routine était comme un échafaudage autour d'un bâtiment encore en rénovation. Elle me tenait droit lorsque les émotions tentèrent de me briser. J'ai commencé à suivre une thérapie. Le cabinet se trouvait dans un vieil hôtel particulier du Marais, avec un parquet qui grinçait et un fauteuil dans lequel il fallait s'asseoir sous un certain angle pour ne pas glisser sur le côté. La thérapeute, une femme à la voix douce et aux yeux observateurs, écoutait sans juger. Je lui ai parlé de l'arithmétique de la trahison, des registres et des chiffres, de la façon dont les mathématiques avaient été mon refuge. C'était le contrôle, dit-elle après quelques séances. Le contrôle, alors que tout le reste vous échappait.
Elle avait raison. Les chiffres ne mentaient pas, ne trahissaient pas, ne partaient pas au milieu de la nuit pour quelqu'un d'autre. Ils étaient constants, certains, sûrs. J'ai gardé le registre pendant un certain temps, non pas comme une rancune, mais comme la carte de sortie du désert, où j'avais erré aveuglément. En thérapie, je parlais de la dignité des limites, du fait que ne pas pardonner n'est pas la même chose que haïr, qu'on peut fermer un chapitre sans écrire une fin pleine d'amertume. Les chiffres restaient stables sous mes pieds, et j'apprenais à construire dessus. « Que voudriez-vous construire ?» m'a demandé un jour la thérapeute. J'ai réfléchi longtemps. Une vie où je n'ai pas besoin de vérifier mes comptes en banque à 3 heures du matin. Ai-je finalement répondu. Elle a hoché la tête. C'est un bon début. Un matin de week-end, j'ai pris cette pièce d'1 centime du sachet en plastique et je l'ai posée sur le rebord de la fenêtre, là où la lumière pouvait la trouver. La pièce était ordinaire, en cuivre, usée, une parmi des millions en circulation en France. Mais la leçon n'était pas ordinaire. Certaines fins rugissent, ébranlent les fondations, laissent des ruines fumantes. Ma fin s'est refermée comme une porte dont les gonds avaient enfin été huilés. Silencieusement, en douceur, définitivement. Je n'ai pas célébré, je n'ai pas pleuré. J'existais simplement dans une vie que j'avais équilibrée au centime près, et je sentais le poids pur de moi-même, jamais compté auparavant, désormais indéniable. Je me tenais près de cette fenêtre, regardant la rue où les gens allaient au travail, à l'école, vers leur propre biographie. Un tramway est passé avec un cliquetis sur les rails. Des pigeons se disputaient des miettes de pain sur le trottoir. Le monde continuait de tourner, indifférent à ma petite victoire, à ma petite survie. Au travail, j'ai commencé à accepter de nouveaux projets, volontaires pour les tâches difficiles que les autres évitaient. Je me suis plongé dans les feuilles de calcul et les rapports, dans les réunions et les analyses. Mes collègues ont remarqué le changement. J'étais plus concentré, plus présent, bien que simultanément plus distant. Quelqu'un m'a demandé si tout allait bien. Oui, ai-je répondu. Je fais juste le ménage dans ma vie. Il a hoché la tête, ne posant pas plus de questions, car chacun comprend que certains nettoyages sont une affaire privée. Parfois, à des moments inattendus, je pensais à Sophie. Non pas avec nostalgie, ni avec regret, mais avec une sorte de curiosité anthropologique. Comment était-il possible que 2 personnes qui avaient partagé un appartement, un lit, des plans d'avenir, aient pu diverger à ce point? Où était exactement ce moment où l'amour s'était transformé en transaction et la relation en graphique financier? Je n'avais pas de réponse et j'ai fini par accepter que je n'en aurais peut-être jamais. Certaines questions existent pour rester sans réponse, nous rappelant notre propre faillibilité. Quelques mois plus tard, au printemps, alors que Paris se réveillait après l'hiver et que les arbres de Belleville commençaient à bourgeonner, je me suis assis à ma petite table et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Le registre était toujours là, dans un dossier sur le bureau. J'ai fixé l'icône du fichier pendant un long moment, puis j'ai fait un clic droit et j'ai choisi « Supprimer ». L'ordinateur m'a demandé si j'étais sûr. Je l'étais. Le fichier est allé dans la corbeille, et j'ai vidé la corbeille sans hésitation. Les chiffres avaient fait leur travail. La vérité avait été dite. Je n'avais plus besoin d'eux. Ce soir-là, je suis allé me promener le long de la Seine. Les quais étaient pleins de monde, des couples se tenant la main, des familles avec des enfants, des coureurs solitaires avec des écouteurs. Je me suis arrêté près du parapet et j'ai regardé l'eau couler sous les ponts, indifférente et incessante. J'ai pensé à cette pièce sur le rebord de ma fenêtre, à la façon dont la lumière la frappait chaque matin, à la façon dont quelque chose d'aussi petit pouvait signifier quelque chose d'aussi grand. La vie ne nous donne pas toujours de grands symboles. Parfois, elle nous donne un centime et nous demande d'y trouver nous-mêmes un sens. Je suis rentré à l'appartement à la tombée de la nuit. J'ai allumé une petite lampe près du lit et je me suis assis avec un livre. Je ne me souviens pas de ce que je lisais ce soir-là, mais je me souviens du sentiment, un calme qui n'était pas de la joie, mais qui valait mieux que beaucoup de choses que j'aurais appelées joie. J'étais seul, mais je n'étais pas solitaire. J'étais libre, mais pas sans but. J'étais équilibré au centime près et dans cet équilibre, je trouvais quelque chose qui pourrait devenir du bonheur, si seulement je lui laissais le temps. Laisse un abonnement, un like, et écris ce que tu penses de toute cette histoire.